Claudine Fostier, directrice des finances et des relations pour l'organisme Le Mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. Mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. Qu'est-ce qui nous a amené à ce nom-là? Louis? Le mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. Dans le fond, le mécanisme, c'est de pouvoir faire un engrenage, de pouvoir faire un système d'un mécanisme pour les aînés. Par la suite, le usager vulnérable, c'est qu'avec les années, on va pouvoir mélanger différentes clientèles, que ce soit les aînés, les femmes victimes de violences, les toxicomanes, les enfants victimes aussi de maltraitance à la maison. Donc, en pouvant arrimer toutes ces clientèles-là pour pouvoir en faire un projet ensemble, communautaire, puis les aider dans toute leur démarche de situation de vulnérabilité. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Et depuis quelle année, combien de temps l'organisme existe? Nous sommes nés le 17 septembre 2020. Et si tu peux me parler un peu de qu'est-ce qui a amené à la création ou à la fondation de cet organisme? Avec du monde de notre entourage autour, on s'est questionné justement par rapport à la pandémie, tout ce qui arrivait aux aînés. Et on a été déçus de constater que malgré tous les bons services qu'ils pouvaient avoir, parfois, les aînés ne savaient pas sur lequel se retourner. Sinon, malgré tout le bon vouloir, on manque de personnel qui veut travailler auprès de cette clientèle-là. Donc, nous, de notre côté, avec l'expérience et le bagage qu'on a ensemble, on a décidé de fonder l'organisme, le mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables, justement dans l'optique de pouvoir davantage arrimer tous les services qui sont offerts à la communauté, mais de pouvoir justement les exposer davantage auprès de la communauté, de les faire connaître et de sensibiliser la communauté à ces situations de vulnérabilité. Tu es la directrice des finances et des relations. Qu'est-ce que ça comporte, ce poste? Le poste de directrice des finances et des relations, dans un premier temps, ça comporte à encadrer ton autre directeur, d'encadrer l'autre Louis dans ses achats, parce que parfois il peut être impulsif. Donc c'est important de s'assurer que tous les achats sont vraiment pour le bien-être de l'organisme et pas juste aussi parce qu'il y a un besoin d'acheter. On a aussi, et ça comporte aussi, moi de mon côté, toutes les relations. Donc, de manière plus simple, c'est que je suis beaucoup plus souriante et plus sociale que Louis. Donc, de mon côté, c'est moi qui ai pris le rôle de rentrer en relation avec les gens et j'ai une facilité, j'aime ça jaser avec les gens, j'aime ça les écouter. Donc, le côté relationnel est mon point fort à moi. Donc, on s'est divisé les tâches. Lui étant sur les opérations, moi étant pas très organisée, j'ai besoin de me faire opérer. Et inversement, lui, de mon côté, je m'occupe des relations pour pouvoir maintenir le cap avec nos partenaires. On peut se dire qu'en tant que directrice d'un nouvel organisme, tu es une experte dans le domaine auprès des aînés? Je dirais pas experte. Je dirais outillée, je dirais pas experte. Parce que justement, oui, avec les années, j'ai acquis beaucoup d'expérience auprès de cette clientèle. Mais il reste qu'il y a des sujets que je ne peux pas tout connaître par cœur. Puis, je ne veux pas non plus m'improviser experte. Donc, à ce moment-là, je vais prendre des partenaires autour de moi qui ont plus d'expérience pour amener de l'avant des sujets auxquels je suis interpellée, auxquels ça m'intéresse, mais quand même, je ne veux pas m'improviser experte sur des sujets que je ne suis pas. OK. Ta formation scolaire, professionnelle, Ouais. Peux-tu me parler de certains défis que tu as eu à relever pour en arriver où tu es présentement? Oui. Parce que je vois ici que tu as un diplôme de l'Université de Montréal. C'est un diplôme en quoi? Donc, les 3 certificats qui sont regroupés sur mon bac par cumul et le certificat en psychoéducation que j'ai fait à l'UQAM. Okay. Non, pardonnez-moi.
psychosocial que j'ai fait à l'UQAM, toxicomanie à l'Université de Montréal et psychoéducation à l'Université de Montréal aussi. Donc, dans un premier temps, je n'ai pas de secondaire 5, je n'ai pas été au cégep. C'est sûr que mettre les 2 pieds après à l'université, ils vont te demander quelle est ta cote R, j'en ai pas. Donc, par une base d'expérience, je suis rentrée en certificat en marketing. J'ai été gérante d'un magasin de bateaux pendant 1 an et à partir de cette expérience-là, j'ai pu monter mon dossier et intégrer l'Université de Montréal à Québec, l'Université de Québec à Montréal, excusez, en marketing. J'ai fait 1 an en marketing. Je suis rentrée à tous les jours dans mes cours en me trouvant imposteur, en me faisant dire que j'étais même imposteur par les autres élèves parce qu'ils trouvaient que j'étais pas vraiment à ma place, mais moi non plus. J'avais une école de pensée beaucoup trop humaniste pour le marketing. J'étais prête à donner toutes mes affaires au lieu des vendre. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, la majorité des gens me disaient « Mais pourquoi tu vas pas en intervention? » Fait qu'à partir de mes notes de marketing, j'ai pu m'enligner vers le certificat en psychoéducation, en psychosocial de l'Université de Montréal. Et c'est là que j'ai passé les plus belles expériences de ma vie. Quand tu te retrouves dans des groupes que tu sens que tu es à la bonne place, ben ça fait que l'université passe vraiment plus vite. Donc, j'ai réussi à faire mes 3 certificats en 3 ans pour avoir mon bac par cumul. De manière à travailler temps plein aussi. Donc, j'ai eu le droit à des défis familiales entre-temps. J'ai commencé l'université, mes parents divorçaient. C'est toute une ambiance à la maison, puis essayer d'étudier, c'est pas facile. Mais ça se fait quand que, justement, tu es passionné par le sujet, ben, tu oublies certains tracas parce que ben, tu es tellement passionné par ça qu'au bout de la ligne, tu oublies tes problèmes, puis tu focuses sur ce qui te donne du plaisir. OK. Donc, c'est sûr qu'au fond que la séparation de tes parents, ça te donne un défi supplémentaire dans la concentration de tes études? Ben oui, puis après aussi avoir fait ma première année en marketing, puis justement, suite au divorce de mes parents, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a fait faire des tests pour finalement me révéler TDAH. Ah, d'accord. Alors, c'est à l'âge de mes 24 ans que j'ai décidé d'arrêter de prendre du speed et de me faire traiter par un médecin. Au même moment du divorce de mes parents, au même moment de mon entrée, ma 2e année à l'université. Donc, c'est tous ces défis-là que j'ai pu rencontrer dans ma 2e année à l'université. Mais c'est celle-là qui, je crois, qui m'a forgé à pouvoir défoncer des murs, on pourrait dire, et de briser tout ce qui est stéréotype aussi. Un de mes cours à l'université en toxicomanie qui m'a le plus marqué, c'était l'intégration, justement, mon cours d'intégration à la toxicomanie. Et le prof parlait de stigmatisation et de stéréotypes. Une élève en classe a mentionné comme quoi que non, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes, mais ça reste quand même que ça peut nous donner une image rapide d'une personne. Puis, ses propos étaient que si tu es toxicomane, tu peux pas aller c'est rare que tu vas voir une personne toxicomane réussir à l'école et à l'université. Et là, c'est là que ça m'a choquée, puis que j'ai pu me lever en classe et lui parler rapidement de mon expérience, que ma première année à l'université a été faite sur le speed. Okay. Puis, je pense que c'est à partir de là que j'ai considéré vraiment que j'étais à la bonne place et au bon endroit pour continuer mes études. C'est quand même drôle qu'une future étudiante universitaire critique les consommateurs ou ait des préjugés comme ça par rapport aux consommateurs. Comment tu te sentais Puis je suppose qu'il y a plusieurs professionnels dans le domaine qui ont encore ces perceptions, qu'elles soient réelles ou pas, par rapport aux intervenants usagers qu'on puisse dire. Mais c'est sûr que le jugement fait partie de notre quotidien. Tout le monde juge tout le monde. Donc, oui, les stéréotypes sont présents. Ils ne seront pas là pour s'en aller non plus. Parce que c'est avec ça qu'on forge aussi notre pensée, nos schèmes relationnels. C'est avec ça qu'on construit notre vision du monde, en fait. Mm-hmm. Donc, non, le jugement n'est pas là pour s'en aller, mais je crois que
Une des choses que mon prof à cette année-là a voulu faire passer comme message et je crois qu'il continue à le faire, c'est que justement, quand tu décides d'aller en intervention, tu n'as pas le choix pendant 8 heures dans ta journée de faire tomber ton jugement si tu veux bien aider. 8 heures par jour. Si tu décides de faire ce métier-là, tu n'as pas le choix, selon moi, de ne pas avoir de jugement. Puis d'accueillir la personne, peu importe ses choix. Puis à partir de là, vous allez travailler ensemble pour changer des choses. Mais ça va être les choses que la personne va elle-même avoir choisies aussi. On ne peut pas imposer un changement à personne, ça ne fonctionne pas. OK. Donc, tu es à ta première année universitaire, il y a une séparation au sein de la famille. Tu te fais diagnostiquer TDAH. Est-ce qu'avant ta rencontre avec ton thérapeute, tu avais des doutes par rapport à ton TDAH ou c'est arrivé comme une surprise? Ben, je dirais pas que j'avais pas de doute. Je savais que j'en avais plus à revendre que d'autres, que la moyenne des gens. Je savais qu'au secondaire, j'étais plus perturbante que la moyenne des élèves aussi. Tu sais, quand ton prof vient te voir en disant « Gars, va fumer un joint, là, puis tu viendras me revoir », c'est parce que lui aussi il était écœuré, tu sais. OK. Fait que oui, j'ai tout le temps su que je pouvais déplacer beaucoup d'air. Mais je ne pensais pas qu'il y avait une maladie ou un nom relié à ça. Je pensais juste que j'avais plus d'énergie que la moyenne des gens, là. Fait que non, j'ai jamais pensé à un diagnostic quelconque avant ces examens-là. Mais tu m'as quand même dit tantôt que une fois que tu étais diagnostiqué, tu as arrêté de prendre du speed. Ouais. Pour toi, la consommation de speed, c'est... Ça en a découlé. Sachant que toute drogue répond à un besoin quand même du corps, ça répondait à quoi selon toi le speed? Ben, après explication, j'ai parlé avec mon médecin, elle m'a expliqué c'était quoi le TDA, elle m'a expliqué quels outils qui pouvaient m'aider, mais elle m'a aussi parlé d'une médication que j'utilise aujourd'hui, qui est à 90% la même chose mais qu'un speed, mais dans le fond, de manière chimiquement préparée, de manière propre et légale. Mais en même temps, non, c'est que je pourrais dire plus en format contrôlé. Tu sais, un speed, tu peux avoir un effet pendant 2 heures comme tu peux avoir un effet pendant 6 heures. Ma médication, j'ai le même effet à toutes les fois. Tu sais, ça va pas varier d'une batch à l'autre. Tandis que ce que tu trouves dans la rue, ben, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dans la rue, fait que tu sais pas où ça a été fait. Puis, fait que c'est sûr que ça t'amène aussi beaucoup de craving, beaucoup de malaise les lendemains. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que tu veux pas de lendemain, fait que tu continues à en prendre. Puis c'est là que ça détériore tout ton corps, ton système. Moi, dans mon cas, ça a détruit mon système digestif. Fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à éliminer. J'accumule, mais je perds pas de poids, même si je fais attention à ma santé, parce que mon système digestif a été très affecté par ma manière de gérer ma vie entre mes 16 et mes 24 ans. Est-ce que maintenant, avec le temps et avec du recul, est-ce que tu considérais ta consommation comme un défi pour toi? En fait, ma consommation, je la voyais, quand je consommais du speed, je la voyais pas comme un défi, mais plutôt comme un aide. Tu sais, je faisais mon travail, tu sais, j'ai pas consommé de la drogue, puis été dans le bas fond, dans le sens, je me suis jamais endettée, j'ai connu des gens qui ont eu 25 000 $ de dette. Non, moi, je travaillais, je vendais même de la drogue, fait que je veux dire, je faisais de l'argent avec, ma consommation était gratuite. C'était important pour moi, ça, que j'avais pas à payer pour ça. Puis aujourd'hui, c'est ce qui me confronte parfois aussi, à me dire, est-ce que je retourne dans le pattern de trouver la drogue de rue puis d'en vendre pour pas avoir à payer ma médication, ou je paye 60$ par mois ma médication légale qui m'aide vraiment. Donc, tu sais, depuis que j'ai décidé d'être suivie, je suis dans le trou de 60$ par mois au lieu de faire 500$ par mois, tu sais. Fait que je te dirais que... Mais c'est tout à... Malgré ce côté-là, ben, les résultats en découlent que je suis moins fatiguée, j'ai moins de sauts d'humeur, ben, en tout cas, je crois.
j'ai plus de stabilité, je suis plus Faudrait le demander à performante. ton directeur, ça. Ouais, on va pas y demander, là. Il y a des chances qu'ils me disent que j'ai trop de sauts d'humeur. Ou que je suis susceptible. Mais c'est ça. Fait que c'est le... Je crois que ça a juste été bénéfique au bout de la ligne. Malgré que, si on pense côté économie, non. Mais si on pense niveau santé, j'ai plus aucun craving. J'ai plus des lendemains désagréables ou que même mon corps me dit va te coucher. Tu sais, j'ai plus ce mal de vivre-là. Puis ça l'a aussi donné une... Tu sais, avant, je me considérais toxicomane. Puis aujourd'hui, ben, ça me dit juste que je suis TDAH. Tu sais, je suis pas TDA et toxicomane. J'ai juste un titre. Fait que, mis à part la séparation de tes parents, euh, le retour à l'école, parce que c'est quand même, on peut se dire que c'est un décrochage que tu as fait au secondaire. Oui, oui. Clairement. Puis, J'étais pas à ma place. on peut considérer ça comme un défi, le choix de rester dans la légalité plutôt que d'aller dans l'illégalité. Oui, parce que clairement, quand t'es légal, t'as plus d'argent. Là. Je veux dire, l'impôt vient te chercher. Tout vient te chercher. Quand tu travailles au noir, tout est dans tes poches, tout est à toi. Là. Mhm. Et en plus, au fond, de réussir à vaincre ta toxicomanie, si tu te considérais avant comme toxicomane. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que je vais, comme je disais, à la réduction des méfaits. Là. Moi, j'ai fait mes cours en toxico, puis j'ai vu les deux écoles, autant réduction des méfaits que l'abstinence. J'ai fait mon stage à portage auprès des adolescents. Je crois que les deux volets sont applicables, mais ça dépend pour chaque personne. Ça dépend de l'autocontrol aussi de la personne. Ça dépend du bon vouloir, de la volonté, dans le fond, des gens. Parlant justement du bon vouloir, t'as décroché, t'as travaillé, comme tu disais, dans un magasin de bateaux, je sais que t'as eu plusieurs autres emplois à droite et à gauche. T'as vécu le contexte de la toxicomanie. Mm-hmm. Sachant que autant dans l'illégalité, tu peux faire de l'argent, autant dans un magasin de bateaux, tu avais quand même un bon salaire. Tu peux faire de l'argent. Tu avais quand même un très bon salaire, tu pouvais faire de l'argent. Maintenant, tu travailles dans le domaine communautaire. Ouais, ce qui tu est peux connu faire de l'argent comme... aussi. mais il est quand même connu comme le domaine le plus pauvre. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'intervention? Qu'est-ce qui t'a amené dans un domaine social? Plutôt que d'aller en vente, plutôt que d'aller au HEC, plutôt que d'aller... C'est la même chose. Okay. Mais selon moi, aller au HEC, c'est d'utiliser la psychologie à mauvais escient. Aller en intervention, c'est d'utiliser la psychologie afin d'aider quelqu'un. Okay. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai compris quand j'ai fait mes cours en marketing, c'est que c'était de la psychologie. Parce que j'ai fait mon DEP en vente. Mm-hmm. Après, j'ai fait mon certificat en marketing 4 ans plus tard. Après, je me suis retrouvée en psychosocial. Et honnêtement, la théorie est pas tant différente. Cependant, c'est qu'en marketing, ils vont nous dire de créer des besoins. En intervention, ils vont nous dire de trouver les besoins de la personne en le questionnant. Pour t'assurer que c'est vraiment ça son besoin. Puis par la suite, avec la personne, vous allez développer un plan. Tandis qu'en vente, tu fais tout pour la personne, tu essaies d'y vendre une idée en utilisant, je dirais pas de manière malsaine, mais les personnes n'ont pas besoin qu'on leur crée de besoins. On est assez bombardé d'informations. Ouais, mais disons, dans le domaine du bateau, quelqu'un qui vient te voir pour acheter un bateau, tu lui crées pas un besoin. Il a déjà lui-même créé son besoin qui veut un bateau. Donc... J'y vends son bateau. Mais tu dis que tu crées des besoins. Oui, ben parce que là, quand ton directeur arrive, ben oui, mais tu sais, il est venu pour un bateau. Mais là, tu peux y vendre une bouée, tu peux y vendre une tripe, tu peux y vendre des skis, tu peux y vendre... Ouais, mais il m'en a pas demandé. Ouais, mais c'est pas grave, tu écris ce besoin-là. Mais non, moi, c'est ça. C'est quand que
je fais une belle vente, tu vends un bateau, tu vends un moteur de bateau pour la chaloupe de monsieur qui s'en va à la pêche, mais que ton boss dit non, c'est pas suffisant, t'as fait une facture de 2000, moi je veux une facture de 6000. Ouais, mais le 4000 supplémentaire, c'est du superflu qui avait pas de besoin. Ouais, ben il va en avoir de besoin. Non, moi ça, je suis pas capable d'avoir une pression, de me dire, créer un besoin pour la personne, puis je sais que je peux vendre un frigidaire à un Inuit, là, puis même s'il n'y en a pas de besoin, là. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas de manipuler les gens pour ton propre plaisir et ton portefeuille? Moi, c'est pas mon fort, là. Je préfère donner que recevoir, là. À l'intervention aussi, tu manipules les gens pour pour ta propre fierté. Si on s'entend comme intervenant, quand tu réussis à sortir un jeune de la rue, par exemple, quand tu vois que ton jeune lâche les gangs de rue et tout ça, t'es fier quand même. On s'entend comme intervenant, Ouais. on est content de dire, hey, ce jeune-là, là, on a réussi. Ouais. Puis tu dire, c'est mon jeune, ou c'est mon usager. Ouais. Mais est-ce que tu l'as manipulé afin de lui faire dépenser ou... Non. Tu l'as orienté vers un changement positif à sa vie. Mais que je te vende des skis ou pas avec ton bateau, là, est-ce que ça va vraiment apporter un plus à ta vie? Si au départ, c'était pas ça. Tandis que le jeune qui vient dans ton local, déjà là, oui, il vient. Il espère peut-être pas grand-chose. La personne âgée qui vient te voir, déjà là, c'est une partie volontaire en intervention. Fait que si la personne a déjà décidé de mettre les pieds dans ton local pour de l'aide, de manière volontaire, comme le gars avec son bateau, il vient dans ton magasin de manière volontaire pour acheter un bateau, ben moi, je vais servir le client pour le bateau de manière volontaire. J'irai pas plus loin. Mais le jeune, c'est la même chose. Je vais construire son plan d'intervention de manière volontaire. Mais au moment que le jeune décide de décrocher, je vais essayer de trouver des raisons de rester accroché. Mais si pour lui, il ne le voit pas dans son plan d'intervention, je ne vais pas y forcer le bras non plus. Est-ce que je me trompe en disant que, comment tu me l'expliques présentement, la différence, c'est que dans le domaine privé, on va au-delà du besoin du client parce qu'au fond, sa limite, c'est l'argent, c'est le monétaire. Tandis que dans le domaine social, on fait un besoin à la fois parce que la limite, c'est la limite psychologique de ton client, de ton usager. Ben, si tu veux le garder avec toi, je pense qu'il faut que tu y ailles une étape à la fois. Si tu veux aller plus vite que lui, il va s'envarger puis il va rester en bas des marches pendant que toi, tu vas être rendu en haut parce que ce chemin-là, tu le répètes avec maintes usagers. Mm-hmm. Donc, toi, monter ces 10 marches-là, tu connais ça par cœur. C'est comme monter la première marche pour vendre un bateau. Tu connais ça par cœur. OK. Mais lui, non, c'est sa première fois. Fait qu'il faut aller à son rythme. Comme pour faire de l'exercice. La personne peut juste faire une petite levée, tu vas pas lui demander de la faire au complet. Hein? Ben, ça dépend. Si elle t'a déjà démontré qu'elle était capable d'en faire un levé au complet, tu vas pousser pour qu'elle te remonte qu'elle est capable de faire des levées au complet. Mais si elle te l'a jamais démontré, là, tu pousseras pas. OK, je comprends. Faut qu'elle aille elle-même, si elle a déjà atteint cette limite-là, cette capacité-là, on va pas y en demander moins que ce qu'il nous a déjà démontré. On va lui demander l'égal ou plus. D'accord. Donc, pour toi, aller dans ce domaine-là, c'était qu'une suite logique, un fond de ce que tu as appris en vente, en réaction, mais t'as entendu parler d'où? L'intervention, le domaine, le travailler au pied de la clientèle De mon directeur. de ton directeur. Ben, de mon co-directeur. OK? Ben, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on se connaît. Mm-hmm. Il était au Centre jeunesse de Montréal. Où j'ai fait aussi application. OK. Puis, c'était... même à l'entrepôt marine, on a eu le droit à des jeunes du Centre jeunesse. Des jeunes du Centre jeunesse qui sont venus travailler. Puis, justement, ça m'a donné comme un peu la piqûre de me dire comme, ben gars, ça, c'est vraiment du concret, contrairement à du matériel, tu sais. J'ai eu du matériel toute ma vie, là. Je veux dire, j'étais un enfant gâté pourri, une princesse de
de ce renom. Et donc, du matériel, c'est du matériel, je peux en avoir, ça pousse partout par chez nous. Fait que là, de voir un résultat, mais humain, de se dire, Colin, OK, toi, tu pars de loin, là. Et moi, je trouvais que je partais quand même de loin, malgré, mais comme lui, cette personne-là que j'ai rencontrée, wow! C'est encore plus profond, tu sais. Fait que je me dis, puis voilà où qu'il en est rendu. Je trouve que c'est un résultat beaucoup plus concret. Oui, c'est plus long. Oui, ça prend beaucoup plus de temps que vendre un bateau. Je te le cacherai pas, là, je te vends un bateau en 1 heure. Mais c'est pas en 1 heure que tu changes une personne, que tu changes les patterns d'une personne, que tu changes le style de vie d'une personne, que tu changes l'entourage d'une personne. Parce que souvent, c'est ça, la personne, c'est son entourage qui l'influence dans ces patterns-là. Fait, mais au bout de la ligne, le résultat est beaucoup plus gratifiant que juste recevoir 2000$ parce que tu as vendu un bateau. T'sais? La commission à 2000$, c'est de l'argent, mais la commission que tu puisses voir le jeune s'épanouir dans un métier, grandir, se construire est encore plus gratifiant que 2000$. Là. Fait qu'on voit que malgré que je baigne dans tout le matériel, c'est pas ça qui fait mon bonheur. Là. Donc, ton co-directeur t'a initié ou t'a présenté le domaine social. Oui. Mais malgré ça, je reviens à ce que tu nous disais tantôt, de la séparation de tes parents, de ta victoire sur ta toxicomanie, ton apprentissage du TDAH. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer dans le domaine social? On entend présentement Petit garçon, qui est l'une des mascottes du monde, si je me trompe pas. Oui! D'accord. Petit garçon! Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer dans ce domaine-là? On s'entend à l'université, là. Surtout, toi qui as fait le saut de secondaire 4 à l'université sans avoir eu comment je peux dire, l'amortissement du cégep qui te prépare à une vie étudiante d'adulte. Tu sais, avoir fait moi-même l'université, les nuits blanches, les sacrifices, les études, les travaux d'équipe, aller de Laval à Montréal, que ce soit en auto, en c'était autobus. le pire. Qu'est-ce qui t'a motivé à maintenant puis à en arriver à C'était parce que c'était l'obtention facile. de ton diplôme? Honnêtement, là, je regarde, tu sais, je regarde mon premier certificat en marketing. Oh my God, c'était rushant. Je capotais comme... La première année que j'ai été à l'université, je pense que j'ai pleuré, là, à n'en plus finir. Chaque début, chaque fin de session, je pleurais ma vie. Mais quand je suis tombée en intervention psychosociale, quand je suis tombée en toxicomanie, c'était juste de mettre des termes sur des choses que je connaissais déjà. Ça a juste été un vocabulaire supplémentaire que je connaissais pas, sur des gestes que je posais déjà dans mon quotidien. Fait que je te dirais là que toxicomanie, psychoéducation, j'ai été la pire des élèves. J'ai jamais ouvert mes PowerPoint, j'ai jamais lu, puis j'ai eu des notes de feu. Fait que, qu'est-ce qui m'a motivée? C'est que j'avais une facilité. C'est con, là. Mais ces 2 certificats-là, c'est parce que j'avais une facilité, parce que j'étais à la bonne place. Fait que ça m'a juste continué. Tu sais, j'assistais à mon 3 heures de cours, puis oui, j'étais brûlée, c'est tout. Mais comme, je revenais chez nous, j'ouvrais pas mes livres. J'ai pas acheté aucun livre de session. Tous les élèves qui ont dépensé de l'argent sur les livres, moi, je l'ai pas fait. Mais j'avais les résultats. Parce que c'était facile. J'imagine déjà plusieurs de nos auditeurs qui t'écoutent puis qui sont tout en crise. Qui ont le goût de t'envoyer promener. Parce que pour l'avoir fait de l'université, je peux te dire que c'est pas tout le monde qui peut trouver ça facile. Trouver ça le fun puis trouver ça intéressant, oui, ça, je pense que comme intervenant, on est tous là-dedans. Mais de dire que c'était facile pour toi, ben, c'est autant chapeau pour toi. Mais est-ce que tu penses que tu aurais trouvé ça aussi facile si tu aurais suivi un parcours scolaire, disons, je veux pas dire normal, parce qu'en intervention, on ne veut pas dire normal, mais plus un parcours scolaire selon le parcours du système d'éducation? Du système d'éducation. Est-ce que si tu aurais... Parce que tu as quand même commencé l'université à quel âge déjà? 24. Si tu aurais commencé l'université à 18, 19, comme 20... Ouais, 20 ans comme tout le monde, là. Penses-tu que tu aurais trouvé ça quand même facile? Je pense que j'aurais eu un petit peu plus de défis parce que j'avais 4 ans de moins d'expérience.
Puis, tu sais, je côtoyais... Dans le fond, j'étais capable de mettre des mots sur les choses que je vivais dans mon quotidien parce que je travaillais, oui, dans la vente, mais j'essayais d'appliquer l'intervention. Fait que je pense que si je l'avais fait à 20 ans, j'aurais eu plus de difficultés parce que le métier que j'avais à ce moment-là n'aurait pas fité avec mes études. Fait que j'aurais pas été capable d'appliquer aussi rapidement ou aussi facilement les notions, puis les termes, puis à faire des liens. Puis rendu à l'examen, c'était ça. En plus, le fait que j'ai eu un diagnostic, je passais à faire des examens de 3 heures, j'avais le droit à 4 heures. J'en prenais une. Puis c'est parce que j'avais un endroit tranquille. Mhm. Mais moi, dans un local avec 30-45 élèves, 4 heures sera pas suffisant pour faire mon examen. Mais moi, tout seul, dans un local, une demi-heure, 45 minutes, c'est fait. Je t'ai tout écrit, je t'ai tout pondu, puis let's go, on continue, la vie est belle, tu sais. Mais je pense que c'est ça. C'était facile parce que l'environnement était aussi favorable. J'ai eu le droit à des cours à distance. J'ai eu vraiment une belle variété de cours, autant en présentiel que en conférence, que des cours même déjà préenregistrés, des capsules. Fait que ça aussi, la variété des cours que j'ai pu me donner m'a motivée parce que j'avais jamais... Tu sais, dans ma session de 4 ou 5 cours, j'avais un cours à distance, un cours à Montréal, un cours à Laval. Fait que j'étais tout le temps partout, puis ça me faisait du bien. À moi, j'avais besoin de ça. Ça fait que j'avais pas l'impression que je m'en allais à l'école. Je pensais juste que je m'en allais découvrir une autre place, tu sais. Fait que la variété a fait que ça m'a gardé stimulée aussi, là. Revenons à maintenant 2021, Oui! que tu es directrice des finances et des relations pour un organisme communautaire. Wouhou! Si on parle de ta profession, tu te considères comme quoi? Quel est ton Un rôle? imposteur. Mis à part ça, Mais non. Stressée. Si on parle de ma profession... tu te considères comme quel rôle là-dessus professionnellement? Est-ce qu'on dit que toi, tu es une psychoéducatrice, tu es une éducatrice, tu es une technicienne en loisirs, tu es quoi? Je suis tout ça. OK. J'ai pas peur de mettre la main à la pâte, j'ai pas peur de me retrouver. S'il faut que je sois intervenante un jour, je vais l'être. S'il faut que je sois directrice un autre jour, je vais l'être. Fait que je pense que je suis comme tout ça en même temps. J'aime ça être l'objet d'attention. Donc, si tous les regards sont virés vers moi, mais que ça... Puis en plus que ça apporte du bonheur, ben, être animatrice, ça peut être le fun aussi, tu sais. Tu répands le bonheur parmi tes usagers. Fait que... Mais je te dirais que dans l'équipe, comme dans toutes les équipes où j'ai été, je suis la personne qui est souriante, dynamique, qui amène le positif, qui encourage. Je dirais que je suis une leader positive la majorité du temps. Puis, parfois très susceptible de son directeur. Mais, ouais. Je pense que je fais un peu de tout, puis... Je pense que c'est ce qui apporte à mon travail une belle couleur. C'est que j'ai pas une fonction en particulier, mais je préfère toucher à toutes les fonctions. As-tu un fait cocasse ou maussade qui, mettons, t'a aidé à te définir comme professionnel ou comme personne? Ouais. Fait cocasse. À mon ancien emploi, je me suis fait demander de falsifier des... Ben, pas falsifier, de jouer avec les mots afin de faire bénéficier d'autres personnes d'une subvention. Mais ces autres personnes-là sont des gens du privé, donc ils n'ont pas le droit de subvention. Donc, très cocasse, mais en même temps, très dur sur nos propres valeurs. Donc, je me suis remis en question à savoir si c'était une équipe pour moi ou pas, maintenant qu'on venait de jouer sur un terrain de valeurs qui pour moi, c'est pas de l'authenticité, c'est du mensonge. Puis je pense que dans le domaine communautaire, ben on n'a pas besoin de ça. Fait que moi, ça, c'était un revirement de mon côté qui a fait que je voulais plus faire partie de cette équipe-là. C'est au moment que c'était pas... c'est ça. Fait que non. C'était mon moment cocasse, selon moi. Et pourtant, l'ancienne toi ou la jeune toi l'aurait fait
Oui, oui, clairement. Clairement que la jeune moi, insouciante ben, pas insouciante, mais intéressée par l'argent facile, l'aurait fait. Mais dans les faits, c'est de voler. Puis, ben, j'ai volé dans ma vie beaucoup trop. Puis au bout de la ligne, ça m'a rien donné. Là. Je retirais aucune fierté de ça. Même que je me sentais de moins en moins fière de moi. Là. Fait que, ouais. Fait que non, quand que cette partie-là, je l'ai trouvée drôle. Ben, je m'attendais pas à ça de cette équipe-là. Puis par la suite, ben, ça m'a juste fait voir que ben, partout, il peut y avoir des gens de mauvaise foi. Puis qu'il faut faire attention. D'accord. Et si d'un autre côté, je te demande un événement de fierté, quelque chose que tu peux dire à ton entourage que tu as réussi à atteindre, est-ce que ce serait le même moment ou tu aurais un autre moment en tête? Un moment de fierté. Ben, je pense que mon moment de fierté, c'est l'obtention de mon diplôme. OK. Ouais. De me dire que j'ai pas eu le parcours comme les autres, puis de l'avoir eu pareil. Puis très cocasse, vous pouvez payer 60$ au lieu de faire 3 ans d'université pour avoir un diplôme. Donc, je vous explique cette petite histoire rapido presto. Je me fais appeler la semaine passée par l'Université de Montréal me demandant de payer mes frais de scolarité. Puis je suis comme, ben, je suis même plus étudiante depuis 2019. Oui, mais madame, vous avez fait une demande de certificat de bac par cumul, oui. Il dit, il faut le payer, ça. Mais je suis comme, mais madame, je vous ai payé 3 ans d'université, ça fait pas partie du prix. Non, faut vous payer votre diplôme. Fait que moi, j'ai dit, clairement, je dis, ben là, avoir su, j'aurais pas fait 3 ans, puis je t'aurais juste acheté le diplôme. On parlait au fond des frais pour l'obtention, pour l'impression du diplôme, la Ouais, livraison. exactement. Mais c'était 60$ pour l'impression d'un papier avec la signature du recteur dessus. OK. Ouais, fait que c'est mon anecdote aussi cocasse, mais de fierté. Ben, j'ai fini. Pour 60$, je l'ai eu, mais pour 3 ans de torture aussi. Non, c'est pas vrai. Donc, passer de décrocheuse à jeune universitaire à 24 ans, à directrice d'un organisme communautaire à 30 ans? 29. 29 ans. Je vais l'avoir fait dans ma vingtaine. Yes! Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans une aventure de la création, la mise en fondation d'un organisme communautaire? On s'entend que pas seulement créer une nouvelle entreprise, qu'elle soit communautaire ou privée, c'est quand même déjà un défi en soi. Si on voit surtout les gens qui essayent de le faire et qui ne réussissent pas. Mais non seulement ça, créer une nouvelle entreprise ou participer à la mise en place d'une nouvelle entreprise en pleine pandémie. Oh, c'est le temps? J'avais plus de job! OK, donc au fond, ton départ de ton ancien emploi t'as dit c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est ça, ben tu sais, on est en pandémie. Je me fais congédier le 1er octobre à 3h45 et c'est un non-retour. Donc, je fais ma demande de chômage. Je suis congédié. OK, qu'est-ce que je te dis? Et c'est là que, ben, mon ami Louis, directeur d'Imauve, qui a fondé le 17 septembre, m'appelle le 2 octobre. Non, je l'appelle premier pour y annoncer la nouvelle. Fait que lui, il me dit, ah, ben, j'ai quelque chose pour toi. Fait que j'ai pas vraiment été en congé. Fait qu'on s'est lancé dans l'aventure, mais c'est sûr que je te dirais qu'une grosse partie de ma motivation, ben, c'est de savoir que mon copilote a beaucoup, beaucoup d'outils pour me supporter dans tout ça. C'est de savoir que j'ai un bon CA aussi, une belle ouverture d'esprit. J'ai confiance en eux. Sinon, ben, qui n'essaie rien n'a rien. Fait que on fait ça, puis let's go, on se lance, puis on verra ce que ça donne. Puis regarde, si on se plante, puis si on se plante pas, puis ça va bien, ça ira bien, puis c'est tout. C'est ça. Et 5 mois plus tard, tu Ben, peux dire présentement, est-ce que vous êtes planté ou vous êtes en voie de réussite ou... Ben, je pense que
pense qu'on est sur la bonne voie. C'est sûr que moi qui vois les choses tout le temps 2 fois plus rapides qu'ils devraient l'être, t'sais, j'ai l'impression qu'on ne reçoit pas assez d'appels, que avec la pandémie, je me sens restreinte dans mes visites. Je me sens... En fait, c'est ça. La pandémie me met un peu les bâtons dans les roues sur mon côté relation de mon poste, qui fait qu'actuellement, moi, j'ai l'impression dans l'organisme de rien faire, puis de tout laisser dans les bras de mon partenaire, parce que lui s'occupe des opérations, puis que, ben, ça se peut que la première année, ça soit juste ça, la mise en place d'opérations. Mais c'est ça. Moi, c'est pas mon fort. Rester 6-8 heures devant un ordi, je capote. Fait que c'est ça. J'ai plus l'impression que présentement, moi, je nuis aux opérations au lieu de les aider. Puis, je trouve qu'il manque un peu de relation. Mais en même temps, c'est ça. On peut pas aller je peux pas me présenter dans les résidences puis mettre ma clientèle en danger. C'est pas mon but. Hein. Fait que on respecte les consignes. On prend soin de nos aînés. On les garde en sécurité. Puis j'essaie d'innover à distance. Je fais mon côté, comme je disais, là, que j'aime ça, offrir des cadeaux, puis tout ça. Ben, je prépare des cartes, je prépare des colliers, je prépare des boîtes pour nos colliers avec ma belle-mère, justement, pour offrir à nos aînés le temps qu'on puisse pas leur offrir des moments ensemble. Ben, on va leur offrir des petits présents. Est-ce vraiment parce que tu crois ne rien apporter présentement à l'organisme ou c'est encore ton syndrome d'imposteur qui fait que tu reconnais pas le travail que tu apportes? Ah, c'est ça. Si vous posez la question à mon directeur, il va te dire que c'est la deuxième, la bonne réponse. Mettons en termes de relations, est-ce que tu as quand même pu créer des relations? Ben, j'ai maintenu, je pourrais dire, des relations que j'avais parce que c'est ça, mon nom est fait quand même dans le réseau de la santé à Laval. Donc, je dirais que de maintenir mes relations se fait quand même bien, mais c'est plutôt d'ancrer. Tu sais, moi, c'est... Les gens veulent continuer de travailler avec moi ou veulent travailler avec moi une fois qu'ils m'ont rencontré. Mais avant ce moment-là, ça n'existe pas. Fait que c'est là mon défi, je pense, c'est d'accepter que présentement, ben, on va être en visioconférence, puis que je suis pas toujours, selon moi, à mon meilleur en visioconférence, mais comme tout le monde, tu sais, je veux dire, moi, je stresse devant une caméra, puis pourtant, je veux filmer mon podcast, fait que... On verra. Mais je crois que j'ai les deux, là, tu sais, autant que je sais que je fais des bons coups, autant que je sais que je devrais pas me sentir imposteur, mais c'est ça. Puis ça dépend des jours. Il y a des jours que mon estime est dans le tapis, puis que ça va super bien. Puis il y a d'autres jours que j'ai zéro estime, puis que je me sens comme le boulet. Fait que ça dépend du défi qui se présente devant moi, je dirais. Tu parles des aînés, mais tantôt, au fond, le nom de votre organisme, c'est le mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. Est-ce que votre clientèle, c'est seulement les aînés? Est-ce que la clientèle... Actuellement, oui. C'est juste les aînés. C'est notre expertise depuis 5-6 ans. Donc, voulant pas diluer la qualité de nos services avant même d'avoir fondé nos services, ben, on s'est dit qu'on allait se focusser sur la clientèle avec laquelle on a plus d'expérience. Puis une fois que ça va être bien bâti, ben, on va pouvoir, par justement l'entremise de stagiaires, par l'entremise d'emploi d'été qu'on va octroyer avec les années, on va pouvoir développer des volets qui vont être d'une autre clientèle. Donc, si par exemple, on reçoit des stagiaires en travail social puis qui souhaitent développer un volet toxicomanie, ça sera quelque chose de possible vu que justement notre mission va être de pouvoir d'arrimer différentes situations de vulnérabilité puis de faire en sorte de s'entraider dans tout ça parce que je pense que une des choses, un des succès, c'est le travail d'équipe. Puis, je pense que même en intervention, quand on veut apporter des changements, ben,
de voir qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau, ça aide. Fait qu'on va pouvoir toucher à plusieurs clientèles par la suite. Tu as eu tes formations auprès d'une clientèle toxicomane aussi. Oui. Tu as travaillé aussi auprès de jeunes. Puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler auprès des aînés? Mais parce qu'il n'y a personne qui veut travailler avec eux. OK. Et Ben, qu'est-ce qui te pas qu'il y a- motive à travailler avec des Pas qu'il n'y a aînés? personne qui veut travailler avec eux, mais en fait, on est une minime partie de la société qui a un intérêt pour cette clientèle-là. Puis même, ça se voit dans les recherches. Tu sais, je suis arrivée en toxicomanie, puis il n'y avait pas de données pour les 65 ans et plus. J'étais comme, mais voyons donc. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de 65 ans qui ne fument pas de pot. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de 65 ans et plus qui ne boivent pas d'alcool. Puis dans la majorité des recherches statistiques que je faisais, la clientèle 65 ans et plus n'existait pas. Puis pourtant, il y a un besoin et de plus en plus. Tu sais, c'est pas rare qu'on voit une personne intoxiquée à l'alcool de plus de 60 ans se rendre à l'hôpital. Là. Puis malheureusement, on dirait qu'il n'y a pas de service adapté à leur capacité, parce que tu sais, je veux pas, mais pas adapté à leur capacité, mais plutôt adapté à leur clientèle. Je suis pas sûre qu'un monsieur de 65 ans a le goût de se retrouver avec un jeune de 18 ans en rencontre de groupe. Je suis pas sûre qu'ils vivent les mêmes problématiques, là. Tu sais, le toxicomane, l'alcoolique de 18 ans, il a un mal de vivre de plus jeune. Le monsieur de 65 ans, je crois pas que la raison qu'il boit est la même que le jeune de 18 ans. Fait qu'après ça, de créer un lien d'appartenance avec ton groupe, puis de te sentir comme pas seul dans l'histoire, est un peu dur. Fait que c'est de là que mon intérêt pour les personnes âgées, moi j'ai mes 4 grands-parents. Je peux dire que je suis chanceuse pour ça. C'est rare dans mon entourage que mes amis ont tous leurs grands-parents. Moi, j'ai mon grand-père qui a 90, ma grand-mère qui a 93 du côté de mon père, puis sinon 80-83 du côté de ma mère. Puis, malgré les hauts et les bas que j'ai pu avoir avec ma famille, je pense que de pouvoir juste, quand je vais pas bien, prendre le téléphone, les appeler, puis que ça répond, c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant, tu sais, de savoir que t'as quelqu'un. Puis, des savoirs seuls, eux, à leur âge, abandonnés par leurs enfants parce qu'ils travaillent trop, abandonnés par leurs petits-enfants parce que leurs parents n'ont pas le temps de leur démontrer l'importance de la famille, parce qu'on est tout occupé. Tu sais, dans le temps, les femmes étaient à la maison. Souvent, les grands-parents habitaient aussi dans la maison. Fait que, tu sais, le partage intergénérationnel se faisait rapidement. Mais aujourd'hui, tout le monde a leur propre maison. Tout le monde vit dans leur quartier, dans leurs affaires. Puis, tu sais, je me souviens, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à prendre le téléphone puis les appeler. Puis pourtant, quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui m'était montré régulièrement. Fait que je pense que c'est ça. Il y a une absence de soutien envers notre richesse qui est les aînés. Je crois pas qu'on voit au Québec nos aînés comme un emblème, comme dans d'autres pays. Puis pourtant, c'est tellement une source de connaissances. Ils ont vu les générations avant nous. Tu sais, je veux dire, ça fait 90 ans que tu es sur Terre, tu en as vu des changements. Ils ont de quoi à partager. Ils ont de quoi à nous dire. C'est quand même un mot qui a du poids quand tu dis abandonner. Tu trouves que au Québec, on abandonne les aînés de la part des familles, de la part du gouvernement, de la part du système? Toutes. Je te dirais toutes. Je te dirais que c'est une éducation qu'on a au Québec, que je sais pas, elle sort d'où, je sais pas pourquoi. Je suis trop jeune peut-être pour le savoir. Faudrait le demander à nos aînés. Mais ce soutien-là familial qu'on peut retrouver dans les pays latins, qu'on peut retrouver même en Italie, qu'on soit au Brésil, peu importe, j'ai l'impression que nous, peut-être c'est parce qu'on est un peuple plus athée, qui fait qu'on a moins d'intérêt pour notre génération
plus âgés. C'est qu'on a... Je sais pas. Mais oui, je trouve que autant par le système, quand on regarde la pandémie, ce qui se passe, comparativement à ailleurs, juste au Canada, clairement que j'ai l'impression que le système en a rien à foutre de nos aînés. OK. Ça serait une question qui pourrait être récurrente pour nos futurs invités aussi, comment eux perçoivent la culture de, de la vision, au fond, envers les aînés. Oui, puis l'intergénérationnel, tu sais, moi, ma Mais grand-mère... est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est juste envers les aînés ou plutôt une question de valeur familiale? Ben moi, je dirais plutôt que c'est des valeurs qui s'installent dans la société en général, de plus en plus les réseaux sociaux, puis l'individualiste qui s'installe. On travaille tous pour soi-même, puis on travaille pas pour tous, on travaille pour soi. Fait que je pense qu'à partir de là, au moment que la société t'inculque à travailler juste pour toi, bien clairement que les valeurs familiales, les valeurs communautaires s'effacent. Puis, je pense qu'avec les années aussi, de se faire démontrer peut-être des trahisons entre familles, des trahisons entre meilleurs amis ou des choses comme ça, fait en sorte qu'on n'a plus confiance à peu importe qui c'est, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un voisin. On a tout le temps peur de se faire hustle par un des deux, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça par hustle? On a tout le temps... Mais je sais pas comment dire. Se faire avoir. Ça nous amène aussi à notre prochain segment qu'on a intitulé le moment mécanisme social. Évidemment, le mot mécanisme social, c'est quelque chose qu'on veut instaurer au MAUVE. Mais au fond, le moment mécanisme social, c'est de parler au fond des projets actuels que les professionnels ou les étudiants ont dans leur vie scolaire ou professionnelle. Donc, je pense que ça pourrait être une belle ouverture pour que tu nous présentes qu'est-ce que le mécanisme social. Oui. Donc, le mécanisme social, avant tout, ben, c'est pas juste un hashtag mécanisme social, mais c'est nos engrenages. Qu'est-ce que nos engrenages? C'est nos partenaires dans la communauté, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient individuels aussi. Si tu as à cœur les aînés, si tu as le goût d'offrir des services personnalisés à ces aînés-là, ben tu peux faire partie du mécanisme social. C'est que dans le fond, on veut s'arrimer avec des partenaires qui ont à cœur le bien-être des aînés et que leur service en reflète ainsi. Donc, exemple que j'avais hier, que je parlais justement avec mon CA, c'est que si tu es une compagnie de déneigement, puis que je te parle du projet du mécanisme social, puis que oui, tu as à cœur le bien-être des aînés, puis que tu es prêt à vouloir faire le déneigement de bloc ou d'entrée d'aînés, ben moi, je veux voir c'est quoi ton service. T'sais. Je veux voir comment tu approches l'aîné, comment tu discutes avec. C'est quoi le genre de contrat que tu vas lui présenter? Parce que la compréhension d'une personne de 40 ans versus une madame de 80 qui peut avoir quelqu'un perte cognitive, ou monsieur aussi, ben il se doit d'avoir les explications claires du représentant de la compagnie. Au bout de la ligne, c'est qu'on veut s'arrimer de partenaires qui vont être capables d'offrir les services de qualité aux aînés et adaptés à leur réalité. Donc, si par exemple, la travailleuse sociale vient rencontrer une personne, lui dit par exemple elle nous appelle par la suite qu'elle a besoin d'une résidence, mais qu'en fait, elle a juste besoin de socialiser, mais on va la référer à un organisme, exemple en loisirs, centre d'animation, pour répondre à son besoin de socialiser. On ne va pas la déménager en résidence parce que la travailleuse sociale a dit que c'est une résidence. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une résidence si elle a besoin de socialiser. C'est de s'assurer de ses besoins, puis de s'assurer de ne pas la déconditionner aussi dans les changements qu'on va apporter dans son quotidien. Puis, dans le fond, le mécanisme, c'est de s'arrimer avec des personnes, des équipes, des entreprises qui veulent offrir un service de qualité aux aînés. Au fond, ce que je comprends, c'est que vos collaborateurs, vous les appelez vos engrenages. Exact. OK.
C'est quoi vos attentes par rapport aux gens qui nous écoutent, qu'ils soient individuels, professionnels, membres d'une équipe? Si vous voyez qu'il y a un aîné qui a un besoin quelconque, que vous ne savez pas quoi faire avec ce besoin-là, de nous appeler et nous, on va pouvoir l'orienter vers le bon service approprié. Si c'est de voir, ça c'est personnel, vous voyez, je sais pas moi, votre parent qui a des problématiques quelconques avec ses impôts ou sa retraite, mais c'est de ne pas fermer les yeux sur la problématique, mais plutôt de l'engager. T'sais. Les engrenages qui sont choisis aussi par des critères de qualité. Je veux dire, je ne veux pas référer parce que dans ton titre, c'est marqué aîné, si je te connais pas. Okay. Donc, à la base, oui, c'est un système d'engrenage, mais ton engrenage, je veux la connaître, je veux savoir c'est quoi ton système. Tu veux créer une relation avec eux. Oui, puis je vais juger la qualité des services par services. Ta relation avec les personnes. Exactement. Si moi-même, j'appelle un organisme, puis que ça fait 3 fois, puis j'ai pas de retour d'appel, est-ce que je vais référer un aîné qui peut être dans l'urgence? Il va avoir peur, il va me rappeler, il va me dire, ben là, j'ai pas de service, ça répond pas, fait 3 fois j'appelle. Mm-hmm. Donc, c'est pour moi pas de la qualité pour un aîné. Je veux dire, de toute façon, on choisit pas le moment que l'urgence arrive. Hein. L'urgence, c'est là. Donc, c'est pour ça que c'est toi la directrice de relations. Oui. OK. Ça nous amène à notre prochain et dernier segment, qui est le moment améthyste. L'améthyste, au fond, qui est une pierre, pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi on appelle ce moment-là le moment améthyste? Mais l'améthyste, dans le fond, est une pierre précieuse qui apporte, en fait, plutôt différentes... caractéristiques. Différents bienfaits. Mm-hmm. Puis, cette pierre-là, justement, en termes de représentation, représente beaucoup nos aînés. Fait que l'améthyste, on l'a choisi pour cette représentation-là. Vous pouvez aller voir notre page Facebook pour la présentation de la pierre. Nous avons une description qui explique clairement tous les bienfaits de l'améthyste. D'accord. Et donc, au fond, le moment améthyste, c'est un message que nos invités voudraient envoyer soit aux aînés, soit aux étudiants, futurs professionnels, soit à leur équipe de travail ou à une population spécifique de la communauté. Donc, si tu devais envoyer un message, ça serait à qui et pourquoi et quel message serait-il? Salut grand-maman, je m'ennuie. Mon message serait de se conscientiser davantage sur nos aînés. Mm-hmm. Donc, un message à la communauté? De t'arrêter un instant, de prendre ton téléphone puis de l'appeler ta grand-mère. Oui, elle a le temps parce qu'elle est retraitée. Mais est-ce qu'elle a les capacités de le faire? Ou elle a peur de déranger. Ou elle a peur de déranger. Ou est-ce qu'elle a la capacité de le faire? Peut-être que pour elle, de répondre au téléphone puis de peser sur le bouton est beaucoup plus facile que de se souvenir de ton numéro. Fait que, prends le téléphone, appelle-la. C'est tout. C'est vrai qu'un 5-10 minutes dans notre journée... Je veux dire, t'es aux toilettes, elle le saura pas, man. Elle t'entend à moitié. Fait que, même si tu fais un pet, c'est ta grand-mère. Elle t'a torché aussi. Fait que, tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. Moi, j'ai de plus en plus pris l'habitude de les appeler. Elle m'a même... elle m'a surprise la semaine passée, à 83 ans, elle s'est munie d'un iPhone. Et là, elle me dit, je suis prête, FaceTime! Fait que là, elle m'a donné son numéro de téléphone, puis j'ai fait mon premier FaceTime avec ma grand-mère. C'est le fun. Elle est bonne. Je m'attendais pas à ça. Elle s'est même acheté un petit trépied pour le tenir, pour avoir les mains libres. Cool. Fait que, non, c'est ça. Fait que... tantôt, tu l'as fait en joke, mais tu peux, si tu veux, les saluer, tes grands-parents. Mais j'ai salué. Leur nom? Oui, alors, je vous présente ma grand-maman Louise et mon grand-papa Francis. Vous pouvez même les retrouver sur notre page Internet. Donc, les 2 belles têtes blanches, c'est mes grands-parents. Donc, je vous salue très fort. J'ai aussi ma grand-mère Denise, mon grand-père Pierre. Je ne crois pas qu'ils ont autant la facilité. Tu sais, on parle de grands-parents, justement. Là. Ils ont 10 ans de différence. Et c'est 2 choses totalement différentes. Dans le sens que mon grand-père Francis, il est super à l'aise avec l'iPad, les iPhones.
Puis mon grand-père Pierre, lui, tu lui donnes juste un PC, puis il est correct, tu sais, mais amène pas un téléphone, amène pas... Okay, un PC, ça va bien. L'interface Windows, ça va bien. Change-les pas. Sinon, il va mettre il va mettre un mot de passe sur son téléphone puis plus s'en souvenir. Ça, c'est pas pratique. Fait que je te dirais que oui, je les salue aussi, mais je sais que c'est pas eux qu'on va souvent retrouver sur notre diffusion de podcast puisque c'est une partie de la technologie qui les atteint moins. Mais je leur enverrai une carte postale. D'accord. Et pour finir aussi, on dit bonjour à grand-papa Francis, Pierre, grand-maman Denise et Louise. Est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais remercier qui t'a soutenu au cours de ton cheminement ou pour en arriver là comme directrice? Ma maman! Donc, oui, ma maman qui est toujours là. Le temps que notre invité reprend ses esprits, je tiens à vous rappeler qu'au fond, pour le Mauve, vous pouvez visiter notre page Facebook, notre page Instagram, notre compte Twitter évidemment. Nous essayons d'avoir du contenu différent. Facebook, ça va être autant des choses sérieuses que les partages de publications des engrenages qui sont membres du mécanisme social. Twitter, ça va être vraiment des choses très légères, des photos, des inspirations du moment. Donc, des fois, vous pourrez voir notre directrice dans son ampleur. Instagram, excusez, oui. Dans son ampleur, comme notre mascotte, que ce soit Petit Garçon, Paz ou Quick. Et Twitter, on le garde vraiment plus pour les études plus sérieuses, les communiqués de presse du gouvernement, du CIS. Des statistiques. Et évidemment, notre site internet, le www.mauve.ca, Mauve, M-A-U-V, on oublie le E. Donc, même www.mauve.ca pour le mécanisme d'usager, pour le mécanisme d'assistance pour l'usager vulnérable. Donc, je te laisse la fin de parole si tu veux finir pour te remerciement pour ta maman. Oui, donc, de son soutien inconditionnel. Sa motivation à l'université. Pourquoi tu me parles de ma maman? J'aurais trop de choses à dire, puis ça me rend émotive. Bon, mais merci beaucoup à la maman, à notre chère directrice de relations et des finances. Oui. Donc, pour le Mauve, nous avons reçu aujourd'hui Mme Claudine Fostier, directrice des finances et des relations du Mauve. On vous souhaite un grand merci et on vous souhaite une bonne journée à tous. Pour le Mauve, c'était Louis Herrera. Merci, bonne journée.